Bonjour Philippe. Bonjour René. Nous sommes ici aujourd'hui pour t'écouter dans un entretien organisé par Criminocorpus qui aimerait te voir revenir sur l'ensemble de ta carrière, de ton parcours à la fois intellectuel, institutionnel et amical aussi. Alors, ma famille paternelle est une famille de juristes. Et j'ai été assez tôt intéressé par les questions pénales. J'allais souvent au palais, d'abord pour chercher mon père. Ensuite, j'ai fait la connaissance d'un certain nombre de magistrats. Il y a un certain avec qui j'ai travaillé, notamment au tribunal pour enfants, à l'époque dirigé par Pierre Martelly. Et peu à peu, de fil en aiguille, en me demandant ce que j'allais faire, je me suis de plus en plus intéressé à ce secteur, mais j'ai assez vite compris que il ne m'intéressait pas comme praticien, parce que les champs de la pratique étaient trop segmentés, et je trouvais en plus qu'il y avait trop de suggestions. J'ai imaginé que je ne serais pas assez libre. Et donc, de fil en aiguille, j'ai fini par construire l'idée de m'intéresser au pénal en l'observant, et en l'observant sur ses différents aspects. Ce qui n'était pas évident à l'époque, parce que ça n'existait pas beaucoup. Et du coup, je me suis orienté vers un système de formation assez multiple. J'ai fait du droit sans difficulté. J'étais à l'aise dans le droit, mais j'aurais été ennuyé de m'arrêter à ça. Donc j'ai ajouté Sciences Po avec beaucoup de plaisir. Et puis surtout la sociologie. Et c'est avec ce trio de formation que peu à peu, j'ai fini par décanter l'idée d'essayer de construire une carrière de recherche sur l'ensemble du champ pénal. Ça, c'est pas fait en un jour, hein. Vu après tout, on simplifie un peu un schéma qui a été beaucoup plus compliqué, beaucoup plus hésitant, mais je crois quand même que les grandes lignes de ce que je viens de dire ne sont pas une reconstruction a posteriori. Ça correspond vraiment à la façon dont les choses se sont passées. Un événement important, ça a été la supervision de contact avec des bandes de jeunes que m'a confié le juge des enfants quand j'étais étudiant. Et du coup, ça a été le sujet de ma première recherche. Et c'est là que j'ai peu à peu élaboré la théorie de la ségrégation réciproque entre les groupes de jeunes qui deviennent des bandes et leur environnement social. Et si je mentionne cette recherche, c'est parce que ça a été vraiment mon point de départ dans la recherche. Alors, où aller? Ça, c'était beaucoup plus compliqué. Le CNRS était invisible dans ce champ, ne manifestait aucun intérêt. Il y avait Davido tout seul, comme... André Davidovitch. Exactement, comme Borne, mais sans organisation, sans disciples. Et on ne voyait pas bien comment ça pouvait s'organiser. Il y avait l'agrégation de droit, mais l'idée de faire de la recherche à partir du droit, surtout compte tenu de la faiblesse de la place du droit pénal en France, c'était manifestement une vue de l'esprit. Alors en fait, il y avait un seul endroit où il y avait quelque chose ressemblant de la recherche. Paradoxalement, c'était un ministère. C'était le ministère de la Justice, qui avait un gros centre à Vautresson, spécialisé dans l'éducation surveillée. Et puis, il avait
plus jeune, un petit centre sur les questions pénitentiaires, le SNERP, si je me souviens bien, le Centre national d'études et de recherche pénitentiaire, qui était beaucoup moins performant, plus petit et avec des gens qui ne savaient pas faire de la recherche manifestement, à l'exception d'une petite cellule de démographie, qui était la chose intéressante là-dedans. Alors, est-ce qu'il y avait encore une place? C'était pas évident. Il fallait jouer ça selon un cursus un peu compliqué. Alors, j'ai fait l'école de la magistrature. Je me suis arrangé pour sortir major, ce qui me permettait de choisir mon poste. J'ai choisi la chancellerie, le ministère de la Justice. Et on m'a proposé un poste à la direction des affaires criminelles et des grâces. L'affaire avait été organisée, semble-t-il, par quelqu'un que je ne connaissais pas à l'époque. J'étais un relativement jeune magistrat, Pierre Arpaillange, qui était au cabinet du garde des Sceaux, mais qui s'apprêtait à le quitter assez vite parce qu'il lorgnait la place de directeur des affaires criminelles et des grâces. Nous ne nous connaissions pas du tout, mais je crois savoir que c'est lui qui m'a ouvert la possibilité de ce poste à cette direction. Ceci étant, une fois que j'y étais arrivé, il fallait tout imaginer. Il n'y avait rien. Il y avait une chose. C'était, vous vous en souvenez, le compte général de l'administration de la justice, ce vénérable recueil de statistiques administratives, l'un des plus anciens du monde, puisqu'il remonte à la fin de la Restauration, et qui était dans l'escarcelle de cette direction, qui ne savait pas trop quoi en faire, et qui me l'a donné généreusement, en me disant d'en faire ce que je voulais, toi, grosso modo. Sauf qu'il fallait publier chaque année un compte général. Bon, mais ça ne faisait pas un centre de recherche. Parce que le point sur lequel j'insiste, c'est que je ne cherchais pas à faire une carrière individuelle, je cherchais à créer un groupe. Et est-ce que je peux t'interrompre un instant pour te demander, tu as quand même eu un passage par la magistrature active? Non. Pas du tout? J'étais au cabinet du directeur des affaires criminelles et je n'ai même pas fait le stage de 2 ans que les magistrats de l'administration centrale devaient faire dans une juridiction. J'ai été nommé pro forma et je suis resté à la DACG. Et ceci dit, la magistrature active ne m'aurait pas gêné, je la connaissais déjà bien et j'aurais su l'exercer, mais c'est pas ça qui m'intéressait. Et donc il fallait trouver du personnel scientifique et grâce au ciel, la DGRST, la Délégation générale à la recherche scientifique et technique, qui était l'organisme qui approvisionnait les ministères en moyens de recherche et qui avait fourni tout le personnel de Vautresson, du moins tout le personnel scientifique, était assez ouvert à l'idée d'un 3e centre de recherche grâce à la présence de quelqu'un dont j'ai fait la connaissance à cette époque, que je ne connaissais pas avant, mais qui m'a beaucoup aidé dans cette entreprise, qui était Lucien Brahms. Et grâce à l'appui de Pierre Arpaillange, devenu entre-temps directeur des affaires criminelles et des grâces. Bon, ça ne s'est pas construit en un jour, ça s'est construit en une décennie quasiment. De l'extrême fin des années 60 jusqu'à, disons, la fin de la décennie suivante. On a élaboré un programme de recherche immédiatement, un trio de recherche qui comprenait
l'exploitation seconde de la statistique judiciaire, du compte général de la justice, l'économie du crime, avec les travaux Cost of Crime, et puis le troisième chapitre, la représentation sociale de la justice, ce qu'on appelait initialement l'image de la justice. Donc il y avait assez vite un programme. Au début, j'avais réussi à confier la gestion du personnel scientifique à Vautresson, grâce à un accord avec Michard, qui était le directeur de Vautresson à l'époque. Mais enfin, c'était une mesure transitoire. Donc, avec tout ça, on commençait à élaborer l'embryon d'un centre de recherche. Le problème, c'est qu'il fallait garder l'appui de l'administration tout en ne se laissant pas phagocyter par l'administration, ce qui était arrivé au centre pénitentiaire. Pour Vautresson, c'était un peu difficile, c'était une quasi-institution à l'intérieur de l'éducation surveillée, mais à la direction des affaires criminelles, c'était assez compliqué à construire et ça demandait toujours de mesurer la bonne distance avec la tutelle et la bonne distance et les relations avec les partenaires scientifiques qui au début n'étaient pas très très nombreux, il faut bien le dire. Moi, j'avais pas l'intention de rester dans cette situation ambiguë et fragile, et l'idée c'était de se tourner vers le CNRS, ce qu'on a entrepris dans la deuxième partie de la décennie 70, et grâce à l'appui d'Arpaillange, qui avait été nommé, qui avait quitté le ministère et qui était à la Cour de cassation et qui avait été nommé dans une section du comité national. Et on a réussi à obtenir l'association de notre petit service de recherche, qu'ils appelaient à l'époque Service d'études pénales et criminologiques, SEPC, au CNRS, grâce à l'appui donc d'Arpaillange, à l'appui aussi d'Edmond Lille, qui était à la direction scientifique au CNRS. Il n'y avait pas d'institut à l'époque. Il y avait un certain nombre de directions scientifiques. Ça a été un appui aussi important. On s'est engagé dans cette voie d'association au CNRS qui devait s'avérer fécond, mais difficile à gérer. D'autant plus que la conjoncture politique n'était pas bonne pour nous dans cette deuxième partie du septennat Giscard. Si on revient un instant en arrière, oui, à la naissance du SEPC, cette petite équipe que tu as constituée, comment tu l'as recrutée? Alors, en grande partie, parce que André Davidovitch m'avait fait connaître sa belle-fille, Claude Fauchon, et ça a été mon premier recrutement. Et il y avait aussi, alors on a recruté des statisticiens, d'abord Jacques Toiser, puis après, assez vite, Bruno Buisson de Cavarlet, que vous avez connu, qui s'occupait du premier volet du programme de recherche. On a aussi recruté des économistes, Thierry Godefroy et Bernard Lafargue, que vous avez connus également, qui travaillaient sur cette branche qu'on appelait à l'époque, vous vous en souvenez, Cost of Crime, qui était très à la mode.
et qui a fait d'ailleurs un écho médiatique relativement important par rapport à la modestie de l'investigation. Et puis Claude et moi, on s'occupait des représentations sociales de tout un gros programme d'enquête sur ce qu'on a appelé, dans le livre qui synthétisait ses travaux, la justice et son public. Et ça, c'était l'embryon du groupe de recherche. On a eu finalement la chance qu'à l'époque, il y avait un recrutement assez généreux de hors-statut, ce qu'on appelait les hors-statut. Vous avez été un peu à part parce qu'en revenant de Montréal, vous avez été l'un après l'autre recrutés directement au CNRS. Vous étiez les premiers agents CNRS dans le centre à l'époque. Et en fait, c'est vous qui avez donné ensuite l'idée qu'il était possible d'opérer un transfert du personnel scientifique du ministère de la Justice, qui avait du mal à le gérer, au CNRS. J'avais réalisé assez vite que la grosse difficulté, c'était de constituer un groupe, de constituer une équipe de recherche. Ce qui fait que quand on m'avait proposé la chaire de Liège, de droit pénal et de criminologie, quand le procureur général local, qui était en même temps le tenant de la chaire, avait pris sa retraite, j'avais refusé parce que je me disais que jamais l'université de Liège ne serait capable de fournir le personnel scientifique suffisant pour avoir vraiment un travail de recherche collectif. Cette voie plus simple pour moi me paraissait assez vite sans issue. C'est comme ça d'ailleurs que on a connu Georges Tellens, parce que le recteur m'avait dit « Mais alors, qui conseillez-vous » Et j'avais dit « Prenez l'assistant ». L'assistant, c'était Georges Tellens. Et le recteur m'avait dit « À condition que vous le preniez en stage pendant une année, et pour voir un peu ce qu'il y a dans le champ. » Voilà, ça c'est une parenthèse. Donc on a eu une première période très chahutée à la fin des années 70, dans une atmosphère politique qui n'était pas tranquille. Et puis cette atmosphère a changé complètement avec les élections de 1981 et la venue à la tête de la chancellerie de Robert Badinter. Et ça a été un grand moment, grâce à l'appui de Badinter, mais aussi à celui de Jean-Marc Sauvé, qui a été le véritable pilote de la transformation de la recherche à la chancellerie. L'idée, c'est qu'on ne pouvait plus laisser un personnel de recherche aussi important, qui représentait l'essentiel de la recherche dans le champ en France, sans statut à l'intérieur d'une administration centrale. Donc, la réforme qui a été faite a consisté à regrouper en deux centres, l'un à Vautresson, qui reprenait le service de coordination de la recherche et le centre de l'éducation surveillée, et l'autre chez nous, avec un changement de nom, ce n'était plus le SEPC, ça devenait le Centre de recherche sociologique sur le droit et les institutions pénales, qui regroupait l'ancien SEPC et la cellule démographique de l'ancien SNERP. Il y avait aussi à l'époque le service de coordination de la recherche, Que j'ai cité. qui était aussi un petit centre de recherche. C'était supposé
un service de coordination qui ne faisait aucune coordination et qui du coup était devenu une sorte de centre de recherche officieux de la direction des affaires civiles et du Sceau. Et de transférer ces deux centres ainsi regroupés au CNRS, de telle sorte que le CESDIP est devenu ce qu'il est encore maintenant, c'est-à-dire une unité mixte de recherche qui dépend à la fois du CNRS, lequel gère son personnel scientifique, du ministère de la Justice, qui fournit une grande partie des moyens de fonctionnement, comme René le sait très bien, puisqu'il a dirigé lui-même le CESDIP, et puis ultérieurement, on a cherché une tutelle universitaire, et ça a été l'université de Versailles-Saint-Quentin, et derrière cette université, le gros bloc de l'université de Paris-Saclay. Et puis l'université de Cergy-Pontoise, qui présentait cet intérêt particulier d'avoir monté avec l'université de Versailles le nouveau Sciences Po de la région parisienne à Saint-Germain. Bon, voilà un peu, grosso modo, ce trajet. Je l'ai simplifié parce qu'il a été compliqué, avec des périodes de conflits et de tensions. La première, je l'ai déjà citée à la fin des années 70. La deuxième, au milieu des années 80, au moment de la première cohabitation. Et puis la troisième, d'un style un peu différent, que tu as géré, René, quand on a changé l'implantation du CESDIP, et qui a été difficile à gérer, et on peut dire que tu as sauvé le centre à ce moment-là. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu en arrière, et est-ce que tu peux nous parler un peu de tes filiations intellectuelles, et notamment de la place qu'a pu tenir le Québec? C'est une question qui prend corps au milieu des années 70. Un peu avant, pour ce qui concerne le Québec, dans la mesure où j'ai commencé à aller enseigner à l'Université de Montréal 1 mois par an, à partir de l'extrême fin des années 60. En fait, j'avais une stratégie double à l'international. Avoir un point d'observation en Amérique du Nord, mais je préférais être ailleurs qu'aux États-Unis, de pouvoir voir un peu de l'extérieur. À l'époque, l'Université de Montréal et son département, puis école de criminologie, étaient un point de circulation des criminologues de l'ensemble de l'Amérique du Nord et d'une partie de l'Amérique latine. Et c'était un très bon point d'observation pour voir ce qui bougeait. La pensée scientifique bougeait beaucoup à l'époque en Amérique du Nord. Elle n'était pas figée comme elle est maintenant. Donc c'était un très bon point d'observation que j'ai un peu doublé d'ailleurs en allant à Ottawa ensuite, dans la mesure où certains de mes anciens élèves à Montréal ont occupé des postes à Ottawa et où j'ai été amené à aller enseigner aussi là, mais ça n'avait pas l'intérêt stratégique de Montréal. Mais il fallait s'occuper aussi d'avoir un point d'observation en Europe. Alors là, la solution a été tout à fait différente. Ça a été la conférence des directeurs d'instituts de recherche criminologique du Conseil de l'Europe. Cette conférence à laquelle le ministère m'a envoyé bien volontiers, ils n'auraient pas su qui envoyer d'autres, et qui servait d'aviseur scientifique aux réunions périodiques qui se tenaient à Strasbourg à ce moment-là.
L'intérêt, c'était les contacts avec les Anglais, en fait avec les Britanniques. Il y avait à peu près rien d'autre en Europe d'intéressant à l'époque. Mais c'était là qu'on les rencontrait. Et ça a joué un rôle relativement important, mais c'était quand même de l'administration scientifique, pas de la recherche vraiment. Il y a une recherche, une quête stratégique, mais il y a aussi des occasions qui se sont présentées. Le tout, c'est de les gérer après ces occasions. Et l'autre occasion d'ouverture à l'international européen, ça a été la Revue internationale de criminologie et de police technique, la RICPT, qui était en Suisse, et dont il a été question de reprendre la direction. Finalement, j'ai trouvé que c'était pas, qu'on n'arriverait pas à émerger de l'aspect police scientifique qui allait nous noyer. Et donc on a agi différemment. On a pris l'éditeur, mais on a créé une nouvelle revue qui est devenue Déviance et Société, dont le premier numéro est apparu en 1977. Mais les travaux préparatoires ont duré 2 bonnes années, parce qu'il a fallu négocier tout ça pour arriver finalement à un trio fondateur composé de représentants des zones francophones de l'Europe. Et Suisse, Belgique et France. Au début, c'était sur cette base qu'on s'était organisé. Et cette revue, on ne l'a pas conçue uniquement comme une revue, mais aussi comme un point de rencontre. C'est-à-dire qu'on organisait des comités éditoriaux circulants dans les centres fondateurs, une fois par trimestre, et pas uniquement pour régler les questions éditoriales. Il y avait un premier jour qui était un jour de présentation d'une recherche par le centre chez qui on était, par le centre hôte, et débat sur cette recherche, et le lendemain, on faisait le travail éditorial. C'est de là qu'est né un réseau européen. Parce que très vite, d'autres centres se sont adjoints dans des pays non francophones, en Allemagne, Pays-Bas, Italie, Royaume-Uni, plus tard Espagne et Portugal. C'est ainsi que s'est construit en pratique ce qui deviendra le GERN, le groupe européen de recherche sur les normativités, qui n'a pas apparu comme ça d'un seul coup. Au début, donc, il y avait ces rencontres de fait tous les trimestres qui ont créé un effet de réseau. Tu mentionnes la façon dont tu as établi ces liens avec des gens qui se reconnaissaient dans une discipline qui était la criminologie. Les centres éventuellement s'appelaient criminologie, comme par exemple le département à Montréal. Mais en même temps, tu t'es tenu à distance de ce qui serait une discipline qui serait la criminologie. Tout à fait. Et c'est ce point que je voulais aborder pour terminer ce premier développement sur l'international. Malgré ces exemples de partenariat, notamment avec Montréal, à l'Université de Montréal, malgré l'ouverture présentée par les conférences criminologiques du Conseil de l'Europe, je n'ai jamais voulu, ou du moins très vite je n'ai pas voulu, pour être plus exact, m'identifier à la criminologie, avec des bémols. Le centre s'appelait au début Service d'études pénales et criminologie, et je vous rappelle que j'avais obtenu d'Arpaillange dès le début
la création, je ne sais pas si vous l'avez beaucoup perçu, parce que d'un comité de coordination des recherches criminologiques qui était, dont la présidence avait été confiée à Paul Amor, ancien directeur de l'administration pénitentiaire et auteur de la réforme pénitentiaire d'après-guerre, qui regroupait tous les directeurs d'instituts, de chaires, de départements, enfin tous les embryons de choses faisant ou étant susceptibles de faire de la recherche et de l'enseignement sur les questions pénales. Il n'a pas survécu aux difficultés politiques de la fin des années 70, mais c'est de là qu'est né le germe, d'une certaine façon, ou du moins la partie française du germe. Et il faut voir ce que c'était. C'était un certain nombre de professeurs de droit pénal, quelques spécialistes d'autres disciplines, et puis les centres de recherche du ministère de la Justice. C'était quand même le gros bataillon. Mais la criminologie, je ne suis pas allé plus loin dans cette direction parce que j'étais pas enthousiasmé par l'idée d'une définition par l'objet. Je ne crois pas que ce soit une bonne stratégie de définir une discipline par son objet. Qu'une discipline ait différents objets, tout à fait d'accord. Mais qu'une discipline soit réduite à un objet, ça je crois que c'est le meilleur moyen de tourner en rond et de confondre tout le temps les causes et les effets. Et c'est pour cette raison fondamentalement que je suis toujours resté, ou du moins j'ai fini par rester en deçà d'une adhésion à la criminologie, d'autant plus que moi je me sens à l'aise dans le domaine sociologique, mais je ne veux pas m'enfermer dans quelque chose de plus étroit. Et donc je n'ai pas aidé du tout à l'institutionnalisation de la criminologie en France, et je dois dire même que j'ai un peu aidé à sa non-institutionnalisation. Voilà. Ceci étant, on ne pouvait pas rester simplement avec le trio de recherche qui nous avait servi d'armature dans la décennie 70. Donc la décennie 80 a été l'élargissement. D'abord, nous avons tiré les bilans de la première décennie de recherche avec ce qui deviendra la première édition du livre sur les comptes du crime en ce qui concerne le travail statistique basé sur la statistique judiciaire et ensuite plus largement, le livre sur le coût du crime ou l'économie poursuivant le crime, faisant la synthèse des travaux d'économie du crime, et puis les deux livres, La justice et son public et Les forces cachées de la justice, sur les travaux sur les représentations sociales. Après ça, on a eu un éclatement. Tu as ouvert, René, le champ de la police. Ta thèse a été la première recherche empirique sur les questions policières. Et c'est devenu un des thèmes majeurs d'investissement du CESDIP. Pas de ma part, parce que je ne m'y suis jamais lancé, sauf l'aspect mesure du crime. Mais toi, tu as été rejoint par beaucoup d'autres chercheurs. Et maintenant, c'est un des thèmes les plus investis par le CESDIP. Claude d'un côté et les démographes de l'autre se sont tournés vers la prison. L'économie du crime a continué mais n'a pas prospéré finalement. Nous avons, tous les trois,
ouvert le champ des recherches sur les victimes. Nous sommes passés, vous vous en souvenez, du programme de recherche sur la représentation sociale de la justice à l'utilisation des enquêtes de victimation que nous avons réussi à introduire pour la première fois en France en utilisant la formule du financement des crédits de recherche affectés aux différents ministères qu'on a pu utiliser une fois pour ce qui est devenu la première enquête française de victimation. J'insiste sur le fait que la façon dont nous avons ouvert ce champ était assez différente finalement des usages qui étaient faits traditionnellement dans les pays anglo-saxons, des enquêtes de victimation, et nous avons beaucoup utilisé l'expérience qui avait été engrangée par les recherches précédentes sur la représentation sociale de la justice. C'était une orientation tout à fait différente qui cherchait à capturer les représentations et les attitudes beaucoup plus qu'à se borner à des simples comptages. Ceci étant, moi je vais m'arrêter là parce que, grosso modo, cette seconde période de notre centre, celle qui couvre grosso modo la décennie 80, correspond à la fin de ma période de direction. Et après, à partir de la décennie 90, je me concentre de plus en plus sur l'international et notamment sur l'européen, avec la création du GERN. Alors ça a été, je reviens à ce dont j'avais exposé les prémices tout à l'heure, ça a été une stratégie un peu longue et compliquée. J'ai réussi à persuader la direction scientifique Sciences de l'homme et de la société du CNRS du caractère émietté et lourdement insuffisant des recherches françaises sur les questions de crime et de justice et sur le fait que ça démarrait pas. Ce secteur tenu par des professeurs de droit eux-mêmes ultra-minoritaires dans leur discipline n'arrivait pas à une production de savoir à la hauteur de ce qui était devenu l'enjeu des questions de sécurité dans nos sociétés. Et la réponse du CNRS a été de m'inviter à tenir une table ronde. On appelait ça à l'époque les tables rondes du CNRS. Je crois que ça s'est tenu vers le milieu des années 80, par là. Une table ronde du CNRS sur la recherche dans le champ du crime et de la justice. Et c'est à partir de là que j'ai proposé à la direction scientifique une stratégie non pas franco-française, mais franco-européenne, consistant à essayer de créer non pas un réseau français où les ressources étaient trop maigres, mais un réseau européen, qui a été d'abord, si je me souviens bien, une RCP, une recherche coopérative sur programme, puis ensuite un GDR, un groupement de recherche, et puis ensuite qui a atteint son acmé sous la forme d'un groupement de recherche européen, que tu as dirigé d'ailleurs, et qui, à ce moment-là, regroupait des centres provenant d'une douzaine de pays européens, des centres de statut très différents d'ailleurs, parce qu'il y avait des centres officiels, des gros centres de recherche sur le modèle de l'anglais, de l'anglo-gallois. Il y avait des centres universitaires, et puis il y avait le modèle français avec le CESDIP et d'une façon plus
moins affirmé le centre de Vautresson. Quoi qu'il en soit, dans tout ça, on n'a pas essayé d'avoir un recrutement de centres ayant tous le même statut, au contraire. On a cherché à faire fonctionner un courant d'échange en se servant de l'expérience empirique qu'on avait développée peu à peu avec les réunions trimestrielles de Déviance et Société. À quoi s'est ajouté d'ailleurs une autre sorte d'activité qui étaient les séminaires. Les séminaires du GERN dans lesquels deux promoteurs réunissaient un groupe intéressé à travailler sur un thème pendant environ 2 ans, débouchant ensuite sur une publication. C'est le modèle typique. Et puis aussi, nous avons quelquefois fait des colloques, moins souvent. C'est-à-dire un travail de séminaire bloqué sur 3 jours et débouchant aussi sur une publication. Voilà un peu la façon dont on a fait fonctionner un réseau européen. On a eu la chance, en fait, que le ministère de la Justice a accepté pendant très longtemps de financer le GERN, ce qui nous donnait une souplesse de fonctionnement vis-à-vis de nos partenaires des autres pays qui était considérable, dont nous avons beaucoup bénéficié en fait. C'était un bon investissement et c'est dommage qu'il n'ait pas continué à partir du moment où la formule GDRE étant arrivée à son terme, le ministère de la Justice en a profité pour supprimer cette partie de son budget de fonctionnement. Voilà, pour ce qui concerne l'international. Je vais rajouter un autre point. J'ai essayé en parallèle avec ce travail d'édification, de construction de structures de recherche, de faire évoluer la sociologie du crime et de la justice en 3 temps, grosso modo. Le premier temps, j'ai repris l'intuition de Durkheim, qui était l'étude des déviances doit ricocher sur la norme à laquelle se réfère la déviance en question. Cette idée de travailler sur ce qu'on appelait à l'époque, d'une façon un peu enfantine, mais enfin c'était un début, la réaction sociale. Avec un article qui avait un mémoire que j'ai dû publier dans l'année sociologique, je pense, parce que Davidovitch avait dans son portefeuille la chronique de sociologie criminelle de l'année sociologique et qui m'avait gentiment associé à cette chronique. Bon, ceci étant, on ne pouvait pas en rester là indéfiniment, il fallait complexifier un peu la construction, en remarquant que nous étions en présence d'une norme instituée, le droit, et cette norme instituée se distingue des autres normes par le fait qu'elle a une double institutionnalisation, qu'on appelle fois la criminalisation primaire, la criminalisation secondaire. Une institutionnalisation par la création de la règle de droit, et une autre institutionnalisation éventuelle par l'application de cette règle de droit par le juge. Et entre les deux, il y a la transgression, qui était autrefois le tout de l'intérêt criminologique, mais qui devient simplement un des champs partiels. Alors,
et qui est un peu compliqué d'ailleurs à étudier, parce que c'est en grande partie un problème d'internormativité, le conflit entre des normes sociales générales et des normes particulières, comme par exemple les normes d'une bande de jeunes ou les normes d'un quartier donné, mais combinées avec les deux autres facteurs qui sont l'intérêt et l'occasion. Donc vous avez en fin de compte une sociologie pénale qui se définit par un programme beaucoup plus complexe où il y a 3 chapitres finalement: l'incrimination, la transgression, la punition. Le champ de la punition étant lui aussi un champ de conflits sociaux pour l'utilisation de cette ressource juridique. Voilà, je veux dire par là que j'ai essayé de faire avancer pas seulement une construction d'institutions de recherche, mais aussi une tentative d'élaboration scientifique pour continuer à alimenter l'évolution et l'enrichissement de ce domaine. C'est pour cela que je me référais à cette leçon de Durkheim qui ressort fort opportunément avec la redécouverte par notre collègue Bérard de ce cours de sociologie du crime du jeune Durkheim, auteur chargé de cours, au début des années 90, si je me souviens bien. 1890. Oui, à l'université de Bordeaux. L'université de Bordeaux, dont il ne faut pas oublier que c'est mon alma mater. Tout ça, finalement, ça donne lieu à une dernière série de publications avec un livre comme celui sur le citoyen, le crime et l'État, le petit repère de sociologie du crime, et les 2 livres que nous avons publiés ces dernières années avec René, l'un sur la mesure de la délinquance, l'autre sur l'insécurité, qui sont les 2 domaines dans lesquels j'ai restreint pour finir mon investissement, le poids de l'âge ne me permettant plus de vagabonder à travers toute une série de thèmes. Alors au total, ça fait une trentaine d'ouvrages, une trentaine de directions d'ouvrages, presque 200 articles scientifiques et autant de chapitres de livres. Voilà. Et beaucoup de thèses. Et beaucoup de thèses. Et beaucoup de thèses, et par exemple, le thème avec lequel j'avais commencé, celui sur les bandes de jeunes, a donné lieu à un certain nombre de thèses, dont certaines ont été marquantes, ne serait-ce que celle de la Stoup, au milieu des années 70, et celle de Marwan Mohamed, beaucoup plus récemment. J'ai pas dirigé un nombre formidable de thèses, quelques dizaines, parce que un directeur de recherche n'apprend pas autant de thèses en général qu'un professeur. Et son travail essentiel est quand même de piloter de la recherche, qui peut prendre la forme de thèse un certain nombre de fois, mais pas toujours nécessairement. Ceci dit, on a toujours tenu au CESDIP, je crois, à toujours, assez vite tenu, à avoir des thèses. Maintenant, il y en a beaucoup, mais au début, il n'y en avait pas énormément. À l'époque où vous faisiez vos thèses,
après votre recrutement au CNRS, puisqu'à l'époque on pouvait être recruté avant d'avoir soutenu, il y avait quelques thèses en cours dans le labo, mais il y en a toujours eu. Mais tu as aussi toujours veillé à avoir un rattachement universitaire. Oui. Ce qui te permettait précisément de diriger des thèses. Tout à fait. Tout à fait. D'ailleurs, avec Laurent Mutielli, quand on est arrivé ici, je veux dire à l'université de Versailles-Saint-Quentin, on a tout de suite investi le champ en créant des tours de maîtrise et de doctorat. Moi, je pratiquement jamais enseigné en licence. Pendant toute ma carrière, je crois, j'ai enseigné en maîtrise et en doctorat, et donc dirigé un certain nombre de thèses, dont entre autres les thèses d'un bon nombre de gens du labo. Mais tu as aussi enseigné à Bordeaux, oui. À Paris 12, je crois. Oui. Sceaux, à Nanterre. À Nanterre. C'est-à-dire qu'on avait un doctorat sur 3 universités à l'époque. Il y avait Nanterre, Paris 12 et Paris, je ne sais plus combien, avec Mireille Delmas-Marty. Et c'était un doctorat de je ne sais plus trop quoi, de sciences criminelles peut-être, à cheval sur 3 universités. Quant à l'université de Bordeaux, c'est là que j'ai commencé à enseigner. Et pendant une année à Toulouse, comme je vous ai dit, j'ai fait l'école de la magistrature, j'ai donc été auditeur de justice, et j'ai été nommé à Toulouse, et c'est comme ça d'ailleurs que j'ai acquis une expérience concrète de fonctionnement de la magistrature. Je tenais le parquet de Toulouse à moi tout seul pendant quelques semaines. L'été, il est vrai que c'était une époque assez lointaine, et comme je craignais de m'embêter, j'avais réussi à me faire donner un cours à Sciences Po Toulouse. Mais ça a été pendant une année. Et puis, Bordeaux, c'était un gros investissement. Et il y a eu l'école des hautes études en sciences sociales. Et puis, il y a eu l'école des hautes études en sciences sociales, qui a été une expérience très, très intéressante. Un travail séminarial, dont on a beaucoup appris d'ailleurs, et qui a été réinvesti intellectuellement dans les rencontres trimestrielles de Déviance et Société, puis du Jeune. Mais alors, il y a tout un volet dont tu ne nous as pas parlé et qui intéresse beaucoup Criminocorpus, c'est tes rapports avec les historiens. Alors, sont issus plusieurs ouvrages sur l'histoire de la détention provisoire, ton livre Question pénale, la question pénale aussi, et puis plusieurs publications que nous avons d'ailleurs co-signées dans des grandes revues historiques. Donc ça a quand même, au début des années, dans les années 80, ça a été un axe important de ton activité. Et il faut noter à ce point de vue-là le séminaire avec Michel Perrault, qui était la base de cette coopération entre sociologues et historiens. Et ça a été une expérience très riche. Nous l'avons marqué, Michel et moi, en republiant le rapport du compte général, le fameux rapport du compte général de 1880, qui couvre la première période du compte général, celle du 19e siècle. Et on a gardé, elle et moi, un très bon souvenir de ce séminaire. Et en effet, comme tu le dis, ça a produit ensuite d'autres activités. Et c'est toi qui as repris la gestion, d'ailleurs, de cette interface entre sociologie et histoire. Mais est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui t'a amené, justement, à rechercher cette proximité avec les historiens à l'époque? Ça, c'est un peu un truc personnel, en ce sens que, bien que je n'ai jamais fait d'études d'histoire, j'ai toujours été passionné par l'histoire. Et mes lectures ont été très souvent des lectures d'historiens, et en plus, vous vous souvenez qu'à cette époque, et encore maintenant d'ailleurs, l'investissement du champ crimé
justice par l'histoire est considérable et a une visibilité beaucoup plus forte que l'investissement des sociologues. Et donc ça m'a amené peu à peu à rencontrer des historiens et Michel Perrault et moi, nous avions la même envie de voir s'il était possible de lancer une passerelle entre les recherches des sociologues et celles des historiens. Et on a passé plusieurs années à essayer de voir ce que ça donnait. Mais il me semble qu'à l'époque, tu y voyais aussi un moyen de, comment dire, de redynamiser la pensée autour du crime et de la justice et de sortir justement la criminologie d'une certaine, ce qui apparaissait comme une certaine sclérose. Oui, et puis, vous vous souvenez que Michel Perrault elle-même n'est pas seulement une historienne des conflits sociaux puis des femmes, ça a été un temps aussi une historienne du compte général pendant une brève période. Et moi-même, je m'intéressais au compte général puisque, comme je l'ai dit, on l'avait en portefeuille depuis le début. Et en fait, on s'est trouvé sur ce thème. Et puis après ça, on a élargi notre intérêt à regarder tous les points de jonction entre les investissements de nos disciplines respectives sur les gestions de crime et de justice. Alors justement, si on repense aux différentes disciplines qui ont investi le champ du crime et de la justice, on est passé par la sociologie, on est passé par l'histoire, et il semble que maintenant, une des disciplines qui l'investit considérablement, c'est la science politique. Et ici, au laboratoire, on a plusieurs chercheurs qui sont issus des sciences politiques qui travaillent sur cet objet. Qu'est-ce que tu penses de l'évolution de ce passage de champ, enfin, sur le champ du crime et de la justice, de discipline à discipline? Personnellement, je suis à l'aise là-dessus parce que j'ai fait aussi des études de sciences politiques. Ceci étant, je crois que c'est très lié à un particularisme français qui tient à l'importance institutionnelle des Sciences Po dans le champ académique. De telle sorte que beaucoup de questions qui jouent un rôle important dans le débat public sont investies par les politologues, alors que dans d'autres pays, ça serait plutôt des sociologues qui le feraient. Et c'est un peu une particularité intéressante à condition de ne pas s'enfermer dans un appauvrissement monodisciplinaire qui consisterait à voir tellement les variables politiques qu'on finirait par ne plus voir la sociologie du crime et de la justice. C'est-à-dire, il ne faut pas que cette particularité institutionnelle appauvrisse l'investissement sociologique. Et, alors, quand les gens qui le pratiquent ont la double formation, ça va assez bien. Mais il faut être attentif à cette limite. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas dire que les politistes se sont engouffrés au fond dans une brèche laissée par les sociologues? Parce que pendant la sociologie de la déviance, par exemple, elle s'est très peu développée en tant que telle dans l'université française. Tout à fait. Les politologues ont pris une place que personne n'occupait. Mais on en demande plus, on demande qu'ils le fassent aussi en sociologue.
C'est pour ça que moi j'ai souvent insisté sur l'intérêt des polyformations. Ça demande évidemment, ça prend beaucoup de temps de travailler sur plusieurs disciplines à la fois. On le voit à l'expérience actuelle des licences mixtes, mais c'est ce que nous pratiquions sans le mot. Et en plus, souvent dans des universités différentes. C'est un investissement, ça fait passer une période un peu chargée, mais je crois que ça vaut la peine. Et notamment dans cette situation française très particulière que tu as soulignée, qui fait que les politologues ont été amenés à investir des questions parce qu'elles elles tenaient une place importante dans le débat public, alors que les sociologues qui auraient dû le faire n'étaient pas très nombreux à travailler sur ces questions. Il y a aussi peut-être le fait que le crime, l'insécurité sont devenus, comme tu l'as mentionné au début, un objet politique chaud. Et à ce sujet, tu as fait plusieurs fois allusion à des périodes où les rapports du centre avec le monde politique ont été pour le moins difficiles. Tout à fait. Est-ce que tu peux revenir un petit peu, élaborer un petit peu sur qu'est-ce qu'ont été ces difficultés? Ouais. Il y a eu deux périodes de crise particulières. L'une à la fin du septennagista, c'est le moment la loi, comment ça s'appelait, liberté... Sécurité et liberté. Voilà, sécurité et liberté, dont je vous rappelle elle se limite pas à la période juste préélectorale, ça avait commencé en 78, cette évolution. L'idée, c'était que on se demandait bien ce qu'un centre de recherche pouvait foutre au sein de l'administration centrale et quel rôle pouvaient y jouer ces gens dont on ne savait pas trop qu'est-ce qu'ils pensaient et d'où ils venaient, mais dont on soupçonnait en tout cas qu'ils devaient penser mal. Ne serait-ce que parce que j'avais été pas mal investi dans la création du syndicat de la magistrature, avec des gens comme Louis Joannet, Pierre Lioncan et Jean-Pierre Michel. Et chaque année, je préparais avec le secrétaire général en exercice le rapport qui était la base du congrès du syndicat de la magistrature. À l'époque, c'était un événement chaque année, la réunion à Paris, au palais de justice du congrès du syndicat de la magistrature. Je ne disais pas grand-chose en public, mais on savait bien que j'y jouais néanmoins un rôle actif. Donc, il n'y avait probablement pas que ça, mais ça a joué pour qu'on soit regardé avec suspicion. Et l'idée qui avait couru à l'époque avait été que tous ces chercheurs dont on ne savait pas trop à quoi ça servait, on aurait bien pu les licencier. Et ça a été là-dessus que s'est noué le conflit que l'on a pu résoudre avec difficulté parce que on avait quand même gardé quelques alliés, quelques positions de force au sein de la magistrature, au sein du corps. Et parce que est intervenu le changement politique de 1981.
Mais ça a été une période très, très compliquée. Et la deuxième, ça a été donc au moment de la première cohabitation. Alors ça s'est passé, ça a été surtout centré sur le transfert des personnels au CNRS, des personnels scientifiques. Et puis alors, la troisième crise, ça a été dans un genre différent, celle que tu as eu à gérer, René, au moment du transfert du CESDIP et du risque d'un éloignement qui aurait pu être très dangereux par rapport à une des administrations de tutelle et celle qui nous fournissait l'essentiel de nos ressources. Si on regarde maintenant les choses sur la longue durée, donc sur presque 50 ans d'existence du centre, d'ailleurs plus de 50 ans, puisqu'on a, si on prend 1969 comme date de départ, le centre a plus de 50 ans, presque 55. On peut dire tout de même que le ministère de la Justice a été une tutelle qui a fait preuve à la fois d'une grande continuité, en dépit de quelques crises, d'une grande continuité et d'une grande générosité. Tout à fait. Comment tu l'expliques, ça, au fond? Parce que ça, c'est quelque chose qui pour nos collègues à l'étranger, est toujours apparu comme un mystère, hein, voire une anomalie, par rapport à leurs propres expériences avec leurs administrations, lorsqu'ils étaient en rapport avec une administration du même type. Oui, la magistrature ne met pas un corps étranger. Enfin, maintenant, je ne connais plus grand monde, mais je savais comment travailler avec ce corps et maintenir une certaine indépendance réciproque, avec néanmoins une collaboration. C'était pas toujours facile à gérer, mais il y avait aussi, je crois, à l'époque, au sein de ce corps, une tradition humaniste qui faisait que les gens étaient souvent intéressés aux activités intellectuelles, même s'ils ne les pratiquaient pas eux-mêmes. Et puis, bien que j'ai jamais exercé de fonction judiciaire, je connaissais suffisamment pour savoir comment il était possible de passer les phases difficiles en négociant, comment dirais-je, c'est pas un bloc unitaire, il y a toute une série de lieux de pouvoir et il est rare qu'ils soient tous dans le même bord. Et on est arrivé. On a eu la chance d'arriver à maintenir des rapports acceptables et souvent féconds avec plusieurs parties de la magistrature, pas seulement ceux de la chancellerie, mais aussi, selon les époques, plusieurs juridictions. J'avais beaucoup travaillé avec les tribunaux pour enfants, les juges des enfants aussi au début de ma carrière. J'ai cité le cas de Pierre Martelly, qui avait été le premier qui m'avait ouvert les portes d'un tribunal pour enfants, qui est devenu ensuite premier président. Il y avait un certain nombre comme ça de relations, voire d'amitié, qui s'étaient établies. Mais le problème, c'était qu'il ne fallait pas se laisser phagocyter par l'aspect administratif. C'est pour ça d'ailleurs que je parle de la magistrature, parce que je ne voulais pas être dans la situation du SNERP, qui était devenu un rouage administratif incapable de faire des recherches, à l'exception de la section démographique de Tournier et de Marie-Danielle Barré, qui sont ensuite devenus nos collègues au CESDIP,
après la réforme réalisée par Sauvé. Ta stratégie d'affiliation avec le CNRS a aussi joué un rôle dans la marge de liberté Évidemment. qu'on pouvait s'accorder vis-à-vis du ministère de la Justice, qui par exemple n'a jamais eu la possibilité de donner un avis préalable sur nos publications, comme dans d'autres cas. Non, et d'ailleurs, je dois dire que, autant que je me souvienne, personne ne m'a jamais proposé de se livrer à ce genre de contrôle préalable. Alors que c'était le cas, par exemple, pour le CNERP. Pour le CNERP, il me semble que à l'époque où ils étaient, les démographes devaient en passer par des autorisations préalables. C'est encore le cas pour l'administration pénitentiaire. Oui. Les affaires criminelles, c'est pas la même chose que la pénitentiaire, comme mentalité, comme personnel, comme... Revenons à une question scientifique. Si aujourd'hui tu devais réaliser une thèse, qu'est-ce que tu choisirais comme sujet? Je suis bien content de ne pas avoir à choisir un sujet de thèse. Mais si je devais modifier un peu la question, si je devais proposer à quelqu'un un sujet de thèse, je lui proposerais peut-être de reprendre les questions de sentiment d'insécurité avec ces deux aspects de peur et de préoccupation et ces liens compliqués d'ailleurs avec les affiliations, les préférences, les sensibilités politiques. Un peu ce que nous avons commencé à élaborer dans la recherche sur les données franciliennes, qui montre ce jeu complexe où, par exemple, les préoccupés sont de deux figures assez différentes. Des préoccupés, pas s'ils sont apeurés, se sentent menacés, la Seine-Saint-Denis, grosso modo, et puis des préoccupés parce que ils ne le sont pas, mais ils sont terrorisés à l'idée de le devenir. Et ça, c'est les confins de l'Île-de-France plutôt. Et là, on voit apparaître la proximité des mouvements d'extrême droite. Et c'est compliqué. Autre complication, ceux qui se sentent menacés en sont très inquiets en Seine-Saint-Denis, et ceux qui se sentent menacés, mais n'en sont pas pour autant inquiets, dans les départements de l'Est et du Nord-Est, les arrondissements de l'Est et du Nord-Est parisien. Et ce n'est pas non plus les mêmes populations. Les insécures, on les trouve rarement dans les classes dominantes. Mais il y a différentes figures d'insécure dans les classes dominées. Donc, je veux dire par là une problématique politique, une problématique sociale. Une géographie sociopolitique de l'insécurité. Oui, oui. On a fait que l'aborder, et en plus, c'est quelque chose qui peut évoluer, et ça serait, je crois, un beau sujet de thèse, mais on ne peut pas l'aborder sans avoir beaucoup d'argent. Je veux dire que c'est des recherches qui coûtent cher, parce qu'autrement, on fait ce qui est un peu le péché mignon des discours sur l'insécurité en France. Il y a beaucoup de théories, il n'y a pas beaucoup d'empirie. Moi, les empiries sont un peu minusculaires par rapport aux théories qu'elles sont censées supporter. Mais donner de l'importance à l'empirie, c'est coûteux. Et on est obligé, avec le système actuel de gestion de la recherche, de passer une bonne partie de son existence à bâtir des projets pour essayer d'obtenir les moyens sans lesquels, et encore nous ne sommes pas les plus malheureux dans le domaine. Je
Je finis d'ailleurs sur ce point. Vous avez peut-être remarqué que je me suis toujours intéressé à la création de groupes et de collectifs. Je ne suis pas très intéressé à l'idée de carrière individuelle. Depuis le début, depuis le choix que j'avais fait de renoncer à la chaire de Liège, j'ai toujours suivi cette idée que la recherche en sciences sociales, je ne connais pas les autres secteurs, est quelque chose qui n'est fécond que si c'est une entreprise collective. Je ne crois pas beaucoup aux destinées individuelles. Très bien. Très bien. Merci Beaucoup, Philippe. Merci, Philippe.